Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Université de Namur. Bonsoir, je reconnais quelques visages dans la salle. Bienvenue à l'occasion de cette rentrée académique 2023-2024. Et nous mettons à l'honneur ce soir, vous l'aurez compris, la recherche au cœur de l'université. J'ai l'immense privilège de co-présenter cette soirée, cette cérémonie officielle, avec Karine Michiels, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, vice-rectrice à la recherche. Ça va, Karine? Oui, très bien. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la rentrée académique de l'Université de Namur. La recherche est la thématique choisie pour cette rentrée. Cette thématique me tient particulièrement à cœur et je suis vraiment ravie de partager cette passion avec vous ce soir. Pourquoi justement est-ce que vous avez choisi la recherche comme thème central de cette rentrée académique? La recherche fait partie intégrante de l'ADN de l'UNAMUR. Dans notre université, elle se caractérise plus particulièrement par son aspect transversal et interdisciplinaire. En effet, la taille conviviale de notre université permet à chacun et à chacune de rencontrer facilement ses collègues des autres disciplines, de nouer des contacts et de développer des collaborations. Chercher, c'est développer de nouvelles connaissances à travers une démarche rigoureuse qui nécessite de la curiosité et des approches méthodologiques précises. Comprendre le monde qui nous entoure, répondre aux enjeux actuels, trouver des solutions innovantes sont autant de motivations qui animent les chercheurs et les chercheuses. En 2017, l'Université de Namur a créé 11 instituts de recherche, regroupant chacun des chercheurs et des chercheuses, travaillant sur une thématique commune, mais avec des angles de vue différents, complémentaires. Ces regroupements ont permis d'atteindre une taille critique et ainsi d'accroître la visibilité des recherches menées dans notre université. Cette visibilité concerne une reconnaissance par les parties prenantes locales et une insertion dans le tissu socio-économique régional, mais également une plus grande visibilité au niveau international. Les instituts sont aussi attentifs à la formation des jeunes chercheurs et chercheuses et à la diffusion des connaissances. Ces instituts de recherche ont chacun leur spécificité et je vous propose de les découvrir ensemble à travers de petites vidéos. Oui, on va saluer tout au long de la soirée le travail considérable de ces chercheurs et de ces chercheuses. On va démarrer avec les 4 premiers instituts. Regardez. NACSIS est l'Institut de recherche namurois des systèmes complexes. Alors qu'ils soient artificiels ou naturels, les systèmes complexes sont partout. Par exemple, les réseaux sociaux, les réseaux de neurones, les écosystèmes ou encore la bourse. Un système complexe, c'est un système dont le comportement global ne peut pas être déduit des interactions locales entre ses membres en raison de propriétés émergentes. Alors au sein de NACSIS, nous jouissons d'une double expertise. D'une part, une expertise dans la modélisation mathématique des systèmes complexes, leur analyse, leur simulation numérique, et d'autre part, une expertise dans les thématiques, dans les disciplines scientifiques qui sont couvertes par les 6 pôles de recherche de l'Institut, à savoir la biologie mathématique, l'optique, la complexité socio-économique, le spatial, la robustesse des méthodes et l'intelligence artificielle. Les systèmes complexes nécessitent une approche multidisciplinaire. Et NACSIS, c'est vraiment le lieu idéal pour permettre de tels échanges entre la centaine de membres de l'Institut. Et NACSIS est également un formidable atout pour la visibilité de nos recherches, tant à l'international qu'auprès du grand public et des entreprises. J'ai le grand plaisir de vous présenter l'espace philosophique de Namur et je vous propose aujourd'hui de vous le symboliser avec un superbe objet géométrique qui s'appelle un dodécaèdre à face pentagonale. C'est-à-dire qu'il y a 12 faces et chaque face a 5 côtés. Pourquoi est-ce que ça représente l'Institut? Eh bien tout simplement parce que notre Institut est un espace qui cherche à se situer juste à l'intérieur de la rencontre des différentes disciplines qui se répondent les unes les autres, sans pour autant être symétriques. Nous avons en ce moment 3 axes de recherche, une éthique des soins de santé et de la santé publique, une recherche en philosophie sociale et politique de l'Anthropocène et une recherche sur le sens de la vie spirituelle et du phénomène religieux. Je termine en vous annonçant un scoop qui j'espère vous fera plaisir. Il y aura bientôt une nouvelle face à cette recherche, un nouveau centre, mais ça, ce sera pour plus tard.
L'Institut de recherche transition étudie la manière dont les grands défis sociétaux, environnementaux, politiques, juridiques remettent aujourd'hui fondamentalement en cause l'organisation de nos sociétés modernes. Ces transitions, nous les étudions autour de 3 axes principaux. Tout d'abord, les transitions démocratiques, où on étudie bien sûr les menaces actuelles qui pèsent sur nos sociétés, mais également toutes les solutions pour l'avenir en termes d'innovation démocratique. Ensuite, les transitions et âges de la vie, où l'on étudie les parcours de vie, en particulier des personnes en situation de vulnérabilité, dans les politiques de l'emploi, de la santé ou même de leurs droits fondamentaux. Et enfin, les transitions territoriales. On étudie les nouvelles formes locales de développement, avec un intérêt particulier pour le bien-être durable des populations. En définitive, l'Institut de recherche transition, il regroupe une diversité de chercheuses, de chercheurs, tant juniors que seniors, de la sociologie, de la science politique, de la géographie, de la psychologie, du droit ou encore même de l'histoire. C'est une diversité, une richesse qui nous permet de mener des projets de recherche fondamentaux avec le financement du FNRS ou de la Commission européenne, mais également des projets de recherche appliqués avec et pour les acteurs de terrain. L'Institut a défini 3 objectifs principaux. Une meilleure compréhension des mécanismes fondamentaux qui régissent la vie sur Terre, une caractérisation des pressions anthropiques sur l'environnement, et enfin, et c'est certainement très important, une recherche d'alternatives afin de réduire les pressions humaines sur l'environnement. Un des atouts majeurs de l'Institut est la coalition de différentes disciplines. Ces disciplines vont des sciences naturelles, biologie, géologie, chimie, physique, aux sciences humaines, histoire de l'art, histoire de l'environnement, archéologie, droit, en passant par les sciences sociales développées par la géographie. Voilà, et je pense qu'on peut applaudir chaleureusement ces instituts. Et on découvrira bien d'autres belles histoires tout au long de cette soirée. Mais avant cela, je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, le président du conseil d'administration de l'Université de Namur, Cédric Vizard de Beaucarmé. Venez, monsieur Vizard de Beaucarmé, pour son mot de bienvenue. Voilà, Madame la Ministre, Madame la Rectrice, Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Mesdames, Messieurs, les membres du corps académique, scientifique et administratif, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. Le thème de rentrée choisi par Madame la Rectrice est un choix particulièrement judicieux par les temps que nous connaissons. Parmi les fonctions de l'université, à côté de l'enseignement et du service à la communauté, figure la recherche. Et cette fonction a une importance croissante pour contribuer à faire face aux défis de notre société. Quelle institution, mieux que l'université, peut se consacrer à développer la recherche dans les domaines les plus utiles à la société? Il va de soi que le monde de l'entreprise a aussi un rôle majeur à remplir, mais elle sera toujours incluse dans une démarche de rentabilité, parfois très éloignée des enjeux sociétaux. En quelques minutes, je voudrais évoquer avec vous les enjeux de la recherche au sein de notre université, ses faiblesses, mais aussi ses forces, ainsi que les perspectives de développement indispensables. Ces faiblesses, vous les connaissez comme moi. L'une d'elles est d'être une petite université, ce qui empêche parfois de développer des recherches dans tous les domaines et souvent de disposer des moyens indispensables. Et pourtant, qu'il s'agisse des sciences pures ou des sciences humaines, à travers nos 11 instituts de recherche, on peut rappeler des chiffres impressionnants. Plus de 1089 publications, plus de 432 projets de recherche financés en cours, plus de 1000 chercheurs, dont 400 doctorants, 21,5 millions d'euros de budget recherche et développement, 22 spin-offs, 9 plateformes technologiques. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que l'Université de Namur vise avant tout l'excellence et maintient le nécessaire équilibre entre recherche fondamentale et appliquée. Elle accorde une attention particulière à la formation des doctorants et à la mobilité des chercheurs, qui constituent les maillons essentiels de la chaîne universitaire de la recherche. Il faut aussi souligner le rôle important de l'administration de la recherche, l'ADRE, qui apporte un encadrement
et un soutien essentiel aux chercheurs en mettant à leur disposition des outils juridiques, de recherche, mais aussi de gestion. L'ADRE les assiste aussi pour obtenir des moyens budgétaires et valoriser leurs recherches. Que ce soit en matière d'énergie et d'environnement, de sciences de la vie et de la santé, de sciences des matériaux, des technologies de l'information et de la communication ou de sciences sociales, l'Université de Namur a développé une expertise reconnue tant au plan national qu'international. Je voudrais aussi évoquer le collège de recherche, le NARC, qui permet d'offrir un environnement permettant à quelques jeunes chercheurs exceptionnels de consacrer l'essentiel de leur temps de travail à la recherche tout en étant préservés des charges administratives et logistiques du quotidien. Assurer la visibilité des chercheurs éminents à l'intérieur et à l'extérieur de l'Université de Namur est un objectif essentiel. Pour illustrer mon propos de l'excellence des recherches à l'Université de Namur, je voudrais citer 2 exemples remarquables de recherches qui ont apporté une contribution très importante à la science. Mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. D'abord dans le domaine de l'énergie, qui est au cœur de la préoccupation des industries, mais aussi des citoyens, la prochaine révolution de l'énergie pourrait passer par des batteries qui fonctionnent au lithium. Et pour le remplacer, pourquoi ne pas miser sur le sodium, ou plutôt une sorte de solution saline avec de l'eau? Le sodium offre en effet de nombreux avantages. Or, c'est dans un laboratoire de l'Université de Namur que le professeur Bao Liansu, qui est chimiste, vient de mettre au point une batterie à double ion dans laquelle le lithium est remplacé par du sodium. Cela permet de réduire le problème d'approvisionnement en lithium, mais pas seulement. Je cite le professeur Bao Liansu, qui dit ceci: « Grâce à la technologie à double ion, on peut à la fois augmenter la vitesse de charge, mais aussi la capacité de stockage. Par rapport à une batterie au lithium à simple ion, on peut espérer une capacité et une vitesse de charge 2 fois plus importantes. » À l'heure où la question des énergies renouvelables est cruciale pour l'avenir de notre société, ce type de recherche revêt une importance capitale. Dans le domaine des sciences humaines, je tiens à évoquer brièvement un remarquable projet de création d'un dictionnaire contextuel bilingue, langue des signes français, financé entre autres par un fonds privé. Après 4 années de travail menées par une équipe de chercheurs en linguistique et en informatique de l'Université de Namur, un dictionnaire contextuel langue des signes français a été mis au point, permettant à l'utilisateur de signer devant la caméra de son ordinateur et d'obtenir le mot recherché, ainsi que le contexte dans lequel il peut être utilisé. Inversement, l'utilisateur peut encoder un mot dans le moteur de recherche du dictionnaire et obtenir sa traduction en signes sous forme de vidéo. Comme président du conseil d'administration de l'Université de Namur depuis 21 mois, je puis témoigner de la difficulté de gérer cette institution avec les moyens dont elle dispose. Nos discussions reviennent sans cesse sur le financement et même, c'est plus inquiétant, sur l'avenir de notre institution. Malgré une gestion extrêmement rigoureuse et une prudence exemplaire de tous les membres du conseil d'administration, et on pourrait nous en faire le reproche, le mode de financement archaïque par la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que l'absence d'une politique d'avenir pour les universités doivent être dénoncés. Ces sujets, nous l'espérons, devront constituer un enjeu essentiel pour les discussions pour l'élaboration du prochain programme gouvernemental. Qu'il s'agisse de l'achat d'équipements de pointe ou l'engagement de nouveaux chercheurs, chaque dossier de ce type qui vient devant le conseil d'administration constitue une difficulté très importante. Avons-nous les moyens d'acheter tel microscope, d'engager tel membre du personnel? Que d'énergie consacrée non seulement par notre administration, mais aussi par notre personnel académique ou scientifique, à se plier à des contraintes en termes d'économie, parfois de bout de chandelle, au regard des enjeux et souvent au préjudice de la recherche. Alors, essayons d'élever le débat quelques instants. À l'heure où les enjeux climatiques sont cruciaux, au regard des excès et des catastrophes que notre été nous a encore gratifiés, nul ne conteste qu'il faut agir et qu'à présent, les timides tentatives prises çà et là
dans le monde n'ont guère apporté de résultats suffisants. Il n'est pas de mon rôle de préconiser des politiques climatiques et énergétiques, mais ce qui est certain, c'est que les résultats de la recherche constitueront une part importante, sans doute pas la seule, certes, de la solution permettant d'atténuer les effets du changement climatique. Si ce constat est partagé par les instances politiques, il reste à en assumer les conséquences et à mettre tout en œuvre pour faciliter la vie des universités et contribuer au développement de la recherche en leur sein. Des initiatives plus importantes doivent aussi être prises pour développer la recherche et améliorer son financement. Citons la nécessité de développer et de promouvoir les disciplines STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ces formations sont essentielles au progrès et au développement économique de nos sociétés. Le gouvernement lui-même estime, je cite, que trop peu de jeunes s'orientent vers les STEM. Pourtant, ces secteurs représentent clairement les défis majeurs auxquels notre société sera confrontée à l'avenir, changement climatique, défis énergétiques ou technologiques. En Europe, la Belgique possède l'un des taux les plus bas du nombre d'étudiants inscrits en STEM, rapporté à l'ensemble des inscriptions dans l'enseignement supérieur. La situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles est encore moins bonne puisque le taux est de 15,6%. Et parmi les pays affichant les plus hauts taux, on peut citer la Finlande avec 33% ou l'Allemagne avec 31%. L'amélioration du financement de la recherche universitaire doit être une priorité. Certes, les sources de financement de la recherche sont nombreuses et diverses. Notre État est complexe et les acteurs concernés sont nombreux. La communauté Wallonie-Bruxelles, la région wallonne, l'État fédéral, l'Europe, l'Union européenne, sont autant d'acteurs sur lesquels la recherche peut s'appuyer pour obtenir des financements. L'enjeu de la recherche justifie amplement que les moyens accordés soient amplifiés et devenir prioritaires. Une coordination entre tous les niveaux de pouvoir doit être développée. Il faut aussi simplifier considérablement les démarches administratives. Elles sont en effet le plus souvent trop complexes pour obtenir les subventions, car elles demandent souvent une énergie considérable pour constituer les dossiers de demande de financement au détriment du temps consacré à la recherche. Je voudrais enfin terminer mon intervention par quelques considérations importantes. L'attention à nos étudiantes et à nos étudiants doit être soutenue et prioritaire. Certains connaissent une grande précarité et il faut leur apporter toute l'aide qu'ils sont en droit d'obtenir. D'autres connaissent des difficultés psychologiques qui sont parfois la conséquence de la période Covid que nous avons vécue et empêchant nos étudiants de poursuivre un cursus dans les meilleures chances de réussite. Le blocage des habilitations a été une mauvaise nouvelle pour toutes les universités. L'université doit évoluer et s'adapter rapidement et adapter ses offres de formation en fonction du développement rapide de notre société. En créant, il y a quelques semaines seulement, une nouvelle et 7e faculté des sciences de l'éducation et de la formation, l'Université de Namur a démontré sa capacité d'adaptation et sa volonté de répondre positivement à de nouvelles demandes. Je tiens enfin à souligner très clairement que l'Union Namur a un souci constant de rationaliser ses activités et de réaliser des économies d'échelle, en ce compris par un dialogue soutenu et des initiatives communes avec les autres universités francophones. Ne croyez pas que nous sommes insensibles aux difficultés de nos finances publiques. Nous voulons au contraire contribuer aux économies à réaliser, et j'insiste toutefois sur la nécessité du dialogue qu'il faut entretenir avec nos ministres responsables. Je souhaite à nos étudiantes, à nos étudiants, à tous les membres du personnel administratif, scientifique et académique, une excellente année universitaire et je tiens à assurer à la communauté universitaire que le conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider mettra tout en œuvre pour assumer ses responsabilités au mieux de ses intérêts. Je vous remercie. Alors la naissance de l'IRDENA vient de l'idée de fédérer des chercheurs qui ont le même objet, l'enseignement-apprentissage, et qui l'analysent selon divers aspects.
Alors on peut trouver comme ça dans l'IRDENA des acteurs comme des psychologues, des pédagogues, mais aussi des didacticiens, des chercheurs en numérique appliqué à l'éducation. Alors c'est ce qui fait de l'IRDENA un institut interdisciplinaire, interfacultaire, avec beaucoup de collaboration, ce qui fait sa richesse. À l'IRDENA, cette collégialité se traduit au travers de diverses activités scientifiques, que sont nos séminaires, nos journées d'études et la co-organisation de colloques. Nos séminaires sont orientés dans 2 directions, les premiers vers la présentation de méthodologies de recherche et le second vers la présentation de projets en cours et notamment ceux de nos doctorants. Par ailleurs, nous avons eu l'occasion de financer 2 projets de recherche, un premier à orientation didactique et un second plus tourné vers les sciences de l'éducation et qui s'intéresse à l'orientation des jeunes à la sortie du secondaire vers le supérieur. L'Institut des FIP, c'est 65 membres, 25 académiques, une quarantaine de chercheurs. On peut y ajouter une dizaine de chercheurs externes. C'est la fédération de 3 centres de recherche, le centre de recherche en économie du développement, le centre de recherche finance et management, et enfin le centre de recherche en économie régionale et politique publique. Je donne quelques exemples de nos recherches. C'est les normes sociales et le développement, les négociations au sein des ménages dans un contexte de grande pauvreté, la finance durable, le fédéralisme fiscal, les finances publiques, tant fédérales que régionales ou communautaires, et on peut encore ajouter les dynamiques régionales en lien avec l'entrepreneuriat et l'innovation. La dynamique de recherche au sein de l'Institut dépend essentiellement des interactions entre ses membres. Pour cela, nous organisons des ateliers de recherche, des séminaires de recherche, nous invitons des personnes internationales. En termes de résultats, ce sont des publications de tout premier plan, plusieurs reconnaissances internationales, je pense au niveau européen 2 ERC. C'est le réseautage de l'Institut au niveau national, international. On peut dire en définitive que cette reconnaissance externe est la plus belle récompense pour l'Institut et ses membres. NADI, c'est l'Institut du numérique de l'Université de Namur. Alors, le numérique, c'est une composante essentielle de nos sociétés. Et c'est une composante qui est multifacette. Alors, informatique, juridique, humaine, ces composantes, il faut les aborder ensemble si on veut faire une recherche qui soit de qualité sur le numérique. Et à l'Université de Namur, c'est ce qu'on fait. On a donc des chercheurs des facultés d'informatique, d'économie, de droit, qui travaillent ensemble sur les thématiques actuelles comme l'intelligence artificielle, l'éducation numérique, le marketing digital, l'ingénierie du logiciel ou les techniques de créativité. Et ce qui fait la spécificité particulière du NADI en tant qu'institut de recherche, c'est que nos chercheurs construisent des ponts entre ces différentes disciplines et cherchent à justement amener des innovations qui prennent en compte toutes les facettes du numérique dans nos sociétés actuelles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de m'adresser à vous, même si j'aurais de loin préféré être parmi vous ce soir. Ce n'était techniquement pas possible. Je remercie votre rectrice, Annick, de m'offrir la possibilité de le faire donc par ses moyens. L'année dernière, j'étais à Namur. J'ai donc eu la joie de découvrir le charme de la capitale wallonne. Et c'est donc avec joie que le 14 septembre dernier, j'étais présent à Namur pour la rentrée des nouveaux étudiants de l'université. Et je les ai provoqués en leur demandant un peu brutalement « Que venez-vous chercher à l'université de Namur ? Que venez-vous chercher ?» Car la recherche au cœur de l'université ne devrait pas concerner que l'extérieur. Il ne s'agit pas simplement de rechercher l'infiniment petit ou de rechercher les grands mécanismes de la structure de l'univers ou du monde économique, ou encore des structures du langage. Il s'agit aussi de rechercher à l'intérieur de soi.
rechercher ce qui me fait vivre, discerner l'appel qui résonne en moi. Aux étudiants et aux étudiantes, j'ai exprimé qu'ils sont d'abord en droit d'attendre de la part de l'université que celle-ci développe en eux des compétences. Nous souhaitons qu'ils deviennent des hommes et des femmes compétents, que ce soit en médecine, en droit, en pédagogie, en informatique. Je vous laisse compléter la liste. Mais il n'y a pas que la compétence que nous espérons pour eux. Nous espérons qu'ils développeront encore au moins 3 autres qualités. La seconde des qualités, c'est la conscience. Cette capacité à prendre du recul pour distinguer le bien du mal, pour discerner ce qui est meilleur et ce qui est moins bon. Ensuite, il y a aussi la compassion, cette qualité du cœur qui ouvre à l'autre. Nous ne souhaitons pas avoir des universitaires qui seraient des individualistes. Nous avons besoin d'universitaires et de chercheurs qui soignent autant leurs qualités d'empathie et de solidarité que leurs instruments de mesure. Et enfin, l'engagement. Que les qualités de chacun et chacune d'entre nous, qualités intellectuelles, qualités pratiques, qualités de cœur, ne restent pas théoriques, ne restent pas à l'état d'un capital théorique, mais qu'elles soient investies par un engagement concret et personnel. Dans toutes les institutions jésuites de par le monde ou institutions d'inspiration jésuite, on parle d'excellence humaine en parlant précisément de ces 4 C. Ça marche en anglais en tout cas, les 4 C, pour competence, conscience, compassion et commitment. Nous espérons effectivement des hommes et des femmes aux 4 C, qui soient compétents, qui soient doués de compassion et de conscience et qui s'engagent. Notre pays, la Belgique, notre communauté, notre région ont le droit d'attendre de tous les universitaires, qu'ils soient aux études ou qu'ils soient membres des personnels de l'université, ils ont en droit d'attendre que ce soit des hommes et des femmes aux 4 C. Je vous souhaite donc une très très bonne année. Patrimoine, transmission, héritage, c'est l'Institut PASS. La 60aine de chercheuses et de chercheurs qui composent cet institut interrogent de façon critique les traces laissées par les hommes et les femmes du passé, que ces traces prennent une forme textuelle, audiovisuelle, artistique ou matérielle. Leurs recherches portent donc sur des sujets qui vous rappelleront peut-être certains de vos souvenirs d'écoliers. Nous travaillons en effet sur l'Égypte des Ptolémées, l'Europe des cathédrales gothiques, la propagande en temps de guerre ou encore les violences de genre en contexte colonial. Depuis quelques années, ces chercheuses et ces chercheurs s'ouvrent aussi de plus en plus à l'interdisciplinarité. Des projets se construisent avec des partenaires naturels comme la bibliothèque universitaire, mais aussi avec des partenaires peut-être plus inattendus comme les chercheurs de la faculté des sciences autour, par exemple, de l'analyse des matériaux de l'écrit. Loin d'être des érudits enfermés dans la solitude de leur bibliothèque, ces chercheuses et ces chercheurs sont sensibles au renouvellement des questionnements et des méthodologies qui sont à la base de toute recherche universitaire. NARELIS est un institut de recherche fruit d'une collaboration entre l'Université de Namur et les partenaires du CHU-UCL Namur. Sa mission est de bâtir des passerelles entre recherche fondamentale et recherche clinique et engendrer des synergies entre les chercheurs actifs dans les domaines des sciences de la vie. Les 150 chercheurs et chercheuses s'intéressent à des thématiques variées et actuelles. Par exemple, les maladies métaboliques, maladies infectieuses, inflammatoires, les troubles de la coagulation, du système nerveux, ou encore la biologie de la peau ou du vieillissement. L'interdisciplinarité est au cœur de notre démarche. Les chercheurs échangent constamment leurs idées et sont incités à collaborer sur des projets innovants. Parmi les réalisations et succès de nos chercheurs, nous pouvons citer le montage de la plateforme namuroise de testing de Covid-19 au plus fort de la pandémie, l'optimisation de protocoles radiosensibilisant les tumeurs, ou encore le développement de tests prédisant le risque de thrombose suite à l'usage de contraceptifs. NISM compte 140 membres.
dont 100 jeunes chercheurs et chercheuses issus des départements de physique et de chimie de l'Université de Namur. NISM mène des recherches de pointe dans différents domaines de la matière, qui peuvent porter sur des molécules ou des matériaux à 2 et 3 dimensions. Nos objectifs de recherche sont de comprendre et de prédire les propriétés de cette matière et les interactions de celle-ci avec la lumière, les particules, les radiations. Nous développons aussi de nouvelles technologies, que ce soit dans le domaine de la chimie, des nanotechnologies et de l'optique. La recherche fondamentale et appliquée collabore et coexiste au sein de l'Institut NISM et s'appuie sur un parc d'instruments et des outils de calcul de pointe et en constante évolution. NISM est un institut dynamique et interdisciplinaire qui fait le pont entre la chimie et la physique, mais qui est aussi ouvert à d'autres disciplines qui peuvent provenir du monde académique, du monde industriel et de la société. NALT, c'est l'Institut namurois qui rassemble les chercheurs travaillant sur les langues, les textes et la transmédialité. Donc aussi bien des linguistes et sociolinguistes que des littéraires qui s'intéressent alors aux produits de la langue en tant que produits littéraires, qui se manifestent dans les textes, les plus anciens, les plus contemporains, mais aussi la littérature qui s'écrit via des slogans, via la poésie, sur les murs ou qui est projetée sur les écrans de cinéma. NALT crée un environnement de recherche qui suscite des synergies entre les différentes thématiques des chercheurs, mais qui se veut aussi être un environnement attractif et d'encadrement pour les jeunes chercheurs, les doctorants, les postdoctorants, mais aussi les étudiants que nous avons ici jusqu'en Bac 3 et qui, grâce à l'Institut, ont une visibilité de ce que c'est que la recherche. Ce qui est fondamental avec NALT, c'est qu'il nous permet de penser maintenant en interne la recherche de manière collective. Applaudissements, vous avez vu. Bravo à ces instituts de recherche. On va accueillir à présent ensemble un jeune homme. Il a 22 ans, il est étudiant ici à l'UNAMUR, master en physique. Il connaît bien les lieux parce qu'il a déjà endossé pas mal de responsabilités ici. Et il a été élu l'été dernier à la tête de l'Assemblée générale des étudiants de l'UNAMUR. Je vous demande d'accueillir Kevin Persons. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités, chères étudiantes, chers étudiants. C'est en tant que président de l'Assemblée générale des étudiantes et étudiants de l'Université de Namur que j'ai le plaisir et l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ensemble le début de cette nouvelle année académique. Quand je suis arrivé ici, en septembre 2018, pour commencer mon cursus universitaire, je n'imaginais pas à quel point ce parcours à l'Université de Namur allait faire naître en moi un épanouissement toujours plus grandissant. Si je pensais au départ finir mon master au plus vite pour pouvoir enseigner la physique ensuite, 5 ans plus tard, des rencontres, ici et là, des découvertes et des opportunités diverses et variées m'ont permis de voir plus large, de voir plus grand. C'est avant tout parce que très vite, à l'Université de Namur, nous, étudiantes et étudiants, sommes plongés dans des cours passionnants et innovants, encadrés par des professeurs et des assistants passionnés par leur sujet. La diversité des cours dispensés et l'ensemble de l'offre que l'UNAMUR propose donne la chance à tout étudiant de pouvoir se diriger vers des domaines qui l'attirent et qui sont porteurs de sens à ses yeux. Toutes et tous ne finiront pas chercheuses ou chercheurs. Néanmoins, chacun d'entre nous gardera cette ambition et ces valeurs que partagent l'Université de Namur et la recherche. Pour permettre à la communauté étudiante de s'épanouir, une recherche de qualité, créative et libre est cruciale. De là en découlera un enseignement de qualité qui formera les générations d'aujourd'hui et de demain et qui leur permettra de rêver d'un futur plus radieux, plus optimiste et plus ouvert d'esprit. Nous sommes toujours de plus en plus nombreux à vouloir comprendre le monde qui nous entoure et agir afin de lutter contre les grandes problématiques que notre génération rencontre, ce qui est en soi une très bonne chose. Néanmoins,
Les ressources financières ne collent pas avec cette réalité de terrain. Et je me permets dès lors de soutenir, au nom des étudiantes et étudiants de l'Université de Namur, la demande réalisée par le Conseil des rectrices et recteurs francophones de poursuivre le refinancement des universités. On en a besoin pour permettre à chacun et à chacune de recevoir une formation de qualité qui saura nous ouvrir aux questions essentielles de demain. Car si l'université est une terre riche en opportunités académiques, elle offre aussi aux jeunes d'aujourd'hui un espace pour apprendre à se connaître, pour se développer et pour trouver l'inspiration. C'est aussi là une autre force de la recherche, oser se poser des questions, réussir à explorer l'inconnu dans le but de grandir et de devenir de meilleures personnes. Réussir aussi à s'écouter, notamment lorsque tout ne va pas comme on le souhaiterait. La santé mentale des étudiantes et étudiants est un point important, de plus en plus présent dans notre quotidien. Et il est important de tenir compte de cette réalité de terrain. Beaucoup d'étudiantes et d'étudiants vivent des événements difficiles, souffrent de l'instabilité et de la précarité étudiante, et doivent même parfois lutter contre un réel burn-out scolaire. Chacun d'entre nous, présent aujourd'hui dans cette salle, a son périmètre d'action pour pouvoir agir et faire de cette problématique un réel enjeu. Offrons les aides et le soutien nécessaires à ces étudiantes et étudiants dans le besoin. À l'Université de Namur, les services de soutien à la communauté étudiante sont déjà bien en place et bien présents, et je tenais particulièrement à les remercier aujourd'hui. Avec ces services, avec le conseil rectoral et avec l'ensemble de la communauté universitaire, l'AGE continuera de travailler pour permettre à chacun de réfléchir sur soi-même et de pouvoir un jour, quel que soit l'objectif recherché, pousser un cri de soulagement plein de sens. Eureka, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente rentrée académique. Bravo Kevin, merci beaucoup. Message bien passé. Et j'en profite aussi pour saluer tous les jeunes et leur souhaiter une bonne rentrée. Je vous propose à présent une petite pause musicale, un voyage artistique en compagnie de Claire Lucie. C'est son nom de scène, mais vous la reconnaîtrez. Claire a passé toutes ses études ici, à l'UNAMUR, à la faculté de sciences économiques et sociales et de gestion. La recherche, comme vous, c'est sa passion, mais le chant aussi. Claire Lucie. Qui nous interprète Paramount. Effectivement, je vais vous interpréter une chanson originale qui s'appelle Paramount, qui parle du courage de dépasser la peur de réaliser ses rêves. Fate is gone and the story is done. The fate you're born to tears you apart. Those lies prevent you from seeing it clear. All your thoughts fill you with fear. That eyes and feelings don't have no strings. Who cares
about fairies, Pentagon and fate. Who cares about your heartache at the end of the day? Who cares if you get lost along the way? On your feet, some paramount. Don't stop until you get it all. It worth trying for 1,000 times. May you never ever say I won't. Can't bring back your chances once they're gone. Don't ever put a dream aside. Afraid of being wrong, you didn't go far. It wouldn't take me long describing who you are. All you ever did is heartache tears. All you ever got's regrets and fear. But eyes and feelings don't have no chance. Who doesn't grab his chances is to blame. If no one dares, then no one knows what's at the end of the day. If no one dares, no one knows what's at the end of the way. On your feet, a paramount. Don't stop until you get it all. You know what? Trying for 1,000 times. May you never ever say I won't. Can't bring back your chances once they're gone. Don't ever put a dream aside. So please let yourself go and find your way back. So please let yourself go and find your way back. Ma chère Karine, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de soirée. La première était déjà particulièrement passionnante. On a fait de belles rencontres. Quel est le programme de cette deuxième partie? Après la présentation des instituts et les discours inspirants que nous venons d'entendre, je vous propose de rencontrer les acteurs de la recherche. On pense bien sûr d'abord aux chercheurs et aux chercheuses eux-mêmes, mais tout seuls, ils ne pourraient rien faire. Nous allons donc aussi découvrir une série de personnes qui, par leurs activités de support à la recherche, créent des conditions optimales pour déployer les projets de recherche qui sont réalisés à l'Université de Namur. Cela fait beaucoup de personnes. Il n'était donc pas possible de toutes les accueillir
sur le plateau aujourd'hui. Nous allons donc en accueillir certaines sur scène et d'autres vous expliqueront leur mission dans de petites vidéos. J'espère que ces parcours inspirants et ces témoignages démontreront la richesse et le dynamisme de la recherche à l'Université de Namur. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Oui. Entrons dans le vif du sujet, partons à la découverte de ces personnalités inspirantes. Et on accueille tout de suite, sous vos applaudissements, Anthony Clève, professeur au sein de la faculté d'informatique de l'UNAMUR. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Bonsoir Akima. Alors, Bonsoir Karine. En quelques mots, qui êtes-vous? Dites-nous tout. Alors, je m'appelle Anthony Clève, je suis professeur à la faculté d'informatique ici à l'UNAMUR. Et si j'ai la chance d'occuper ce poste aujourd'hui, c'est parce qu'en 2011, une commission de recrutement m'a fait le plaisir de me choisir parmi plusieurs autres candidats. Alors c'est un processus de recrutement par lequel tous mes collègues ici sont également passés et qui est assez compétitif. Sur quelle base ou sur quels critères se base le recrutement d'un académique? Alors il y a plusieurs critères bien sûr, mais je dirais que celui qui est un peu prépondérant, qui fait la différence en général, c'est ce qu'on appelle le profil de recherche des candidats, c'est-à-dire leur potentiel à développer une recherche de niveau international dans une discipline donnée. Alors c'est un critère important, parce que pour toute université, et en particulier pour l'UNAMUR, la recherche scientifique, c'est vraiment une mission qui est prioritaire. Prioritaire d'une part parce qu'elle, bien sûr, elle est le moteur du développement de nouvelles connaissances, parce qu'elle enrichit ensuite et nourrit notre enseignement universitaire, et enfin parce qu'elle est souvent à la base de nos actions de service à la société. Quelles sont les qualités requises pour être un bon chercheur? Alors on pourrait bien sûr en parler pendant des heures, tant il existe une grande diversité de recherches et de chercheurs, chacun et chacune avec leurs propres qualités. Mais si je devais mettre deux qualités en avant, qui me semblent être communes, je dirais un, la capacité à douter, et deux, la capacité à prendre des risques. La capacité à douter. Oui, simplement parce qu'un chercheur, un scientifique, c'est pas un expert, malgré ce qu'on pourrait penser. L'expert, il est payé pour avoir les réponses à toutes les questions, alors que le scientifique, il est payé pour douter. Toutes les grandes avancées scientifiques, en fait, partent au départ d'un doute, d'une question dont on n'a pas encore la réponse. Alors bien sûr, on a quelques intuitions, des hypothèses qu'on peut formuler, mais dont il faudra ensuite démontrer la véracité à travers des expériences scientifiques, à travers des preuves mathématiques ou encore des enquêtes sur le terrain. Alors, un scientifique, ce n'est pas un expert, ce n'est pas non plus un entrepreneur. L'entrepreneur, il a comme objectif de produire des nouveaux biens, de nouveaux services prêts à être consommés, alors que le chercheur, lui, il va produire de nouvelles connaissances, sans objectif, a priori, d'application. Quel genre de risque? Alors, par contre, j'ai oublié de dire que, contrairement à l'entrepreneur, il n'est pas effectivement payé pour avoir des produits qui sont prêts à être consommés, mais par contre, comme l'entrepreneur, il doit prendre des risques. Et donc ces risques, par exemple, c'est le risque de mener des recherches qui sont plus fondamentales, plus théoriques, plus abstraites, parfois plus difficiles à expliquer à sa grand-mère. Prendre le risque d'être un pionnier, c'est-à-dire de travailler sur des questions de recherche que personne n'a encore explorées ou peu de personnes ont traitées. Ce n'est pas toujours évident de prendre ce risque parce il faut parfois du temps pour être reconnu dans une recherche qui est pionnière. Et enfin, je dirais prendre le risque, c'est l'avantage de l'Université de Namur, ça nous offre vraiment un cadre favorable pour cette prise de risque, c'est le risque de travailler dans des recherches multidisciplinaires, c'est-à-dire de collaborer avec des chercheurs qui sont issus d'autres disciplines. Alors ça a été mon cas récemment, j'ai pu collaborer avec des collègues informaticiens et linguistes sur ce fameux dictionnaire contextuel langue des signes français, le premier à être consultable dans les deux langues. Alors c'était un risque à prendre puisque ça a pris vraiment un peu de temps pour trouver des financements, mais heureusement l'UNAMUR, grâce à un soutien impulsionnel, nous a permis dans un deuxième temps de convaincre un bailleur de fonds privé. Alors en parlant de soutien financier et de confiance, je pense que c'est vraiment les deux ingrédients essentiels pour permettre aux chercheurs de garder leur liberté de chercher, leur liberté de douter et leur liberté de prendre des risques. Alors je voudrais remercier les représentants des bailleurs de fonds qui sont dans la salle, je remercie l'université, puisque eux aussi ont pris le risque de faire confiance en nos doutes. Bravo en tout cas, bravo à vous, à toutes les équipes, capacité à douter, capacité à prendre des risques, et puis félicitations aussi pour ce dictionnaire. On peut applaudir Anthony Clève. Merci.
Et on va poursuivre avec deux nouvelles personnalités. Il s'agit de Jean-Yves Gnabo, professeur et chercheur en finance. Il nous parle de ses recherches en sciences économiques. Et Sarah Pierrard, elle est technicienne chimiste. Son travail est un soutien véritable à la recherche. Comment identifier les institutions financières qui, si elles font défaut, sont susceptibles de provoquer des effets en cascade qui vont fragiliser l'ensemble du système financier, voire l'économie réelle? Et à l'inverse, identifier les institutions qui seront les plus fragiles en cas de crise économique. Si on change de perspective et qu'on adopte celle des institutions publiques qui vont intervenir en cas d'avarie sur le système financier, sur quelles institutions investir l'effort maximum pour éviter les effets de contagion? Dans un contexte différent, qui est celui de la finance durable, on peut se questionner sur la sincérité d'institutions financières qui vont afficher une sensibilité aux problèmes écologiques ou aux problèmes sociaux en comparant le discours aux faits. Alors, ce sont là des exemples de questions que j'ai eu la chance d'explorer à travers différents programmes de recherche où ont contribué des jeunes chercheurs de l'UNAMUR et des chercheurs plus aguerris. Ces recherches s'appuient sur des méthodes statistiques avancées, sur la théorie financière, la théorie économique, et vont emprunter à d'autres disciplines comme les sciences de la complexité par exemple. Ce qui me relie à mes co-auteurs et à la recherche de manière générale, c'est la volonté de m'inscrire dans une réflexion collective, c'est la volonté d'irriguer à travers ces recherches les discussions en cours sur les défis principaux et cœurs socio-économiques actuels, qu'ils soient liés à la fragilité financière ou à la transition de nos économies vers des modèles décarbonés ou à bas carbone. Je travaille à l'université depuis octobre 2000 dans la faculté des sciences et plus précisément au département de chimie. Mon travail consiste à m'occuper des étudiants de la bloc 1 à la bloc 3 pour les travaux pratiques de chimie, en chimie analytique, chimie organique, chimie inorganique, chimie biologique ou chimie physique. Je m'occupe aussi d'un parc d'instruments de plus ou moins de 12 machines que je mets en accès pour la recherche, avec des techniques d'analyse comme l'AGC, le spectrophotomètre UV visible, le spectromètre infrarouge ou alors le dipôlemètre. Mes différentes casquettes au sein de l'université sont le comité de prévention-protection au travail, le conseil d'entreprise et j'ai également l'honneur de faire partie de l'organe d'administration de la crèche. La crèche accueille les enfants des membres du personnel ainsi que les enfants des étudiants de l'université. Et je suis ravie de commencer cette nouvelle année académique avec vous. On peut applaudir Sarah et Jean-Yves. Et nous allons, Karine, accueillir un autre invité, une autre personnalité qui incarne ici la recherche à l'université de Namur, pas seulement. Il s'agit du professeur Luc Henrard, professeur au département de physique. Ravi, bonsoir Luc. Bonsoir. Bonsoir. Tu suis l'évolution de la recherche dans les nanomatériaux depuis plus de 30 ans. Et est-ce qu'il y a un chercheur qui t'a particulièrement marqué dans cette histoire? Il y a justement 30 ans, mon héros était clairement Harry Kroto. Harry Kroto, qui est-ce? Harry Kroto, c'est un chercheur flamboyant, communicateur et hors pair. Mais pour moi, c'était surtout quelqu'un qui s'intéressait à la composition des nuages de poussière interstellaire. Il y a découvert la molécule de carbone 60. C'était le sujet de ma thèse. Et j'ai d'ailleurs, et je m'en souviens évidemment toujours, eu l'occasion de le rencontrer ici à Namur, lors d'une de ses visites, 15 jours avant que le prix Nobel lui soit décerné. Et cette molécule de carbone 60, est-ce qu'elle est vraiment utilisée actuellement? Elle est effectivement utilisée, notamment dans les cellules photovoltaïques organiques. C'est un peu une histoire idéale. C'est un peu une histoire idéale pour promouvoir la recherche fondamentale entre une molécule découverte dans l'espace et les énergies renouvelables. Mais c'est pas un peu trop idéal? C'est sans doute un peu trop idéal, même si c'est correct. C'est vrai. Mais pour deux raisons, sans doute. La première, c'est que les super-héros, ça n'existe pas vraiment en recherche. Enfin, peut-être dans la vie réelle, mais en recherche, je ne suis pas sûr. La deuxième, c'est que la recherche ne va pas en ligne droite. Reprenons notre carbone 60. Pendant des années, on a eu bien du mal à lui trouver une application, j'allais dire, terrestre. Et puis, en optimisant le processus de synthèse, on a découvert autre chose, les nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone qui sont un long cylindre nanométrique, en fait les composants idéaux pour révolutionner l'électronique et remplacer le silicium. Mais en recherche, notamment sur les matériaux, il faut être humble. Et malgré des milliers de chercheurs qui ont cherché pendant des années à révolutionner la nanoélectronique, le silicium est toujours bien là. Les nanotubes de carbone, par contre,
sont utilisés maintenant dans des composites pour changer les propriétés des plastiques. C'est notamment ce que fait une des spin-offs de l'UNAMUR, Nanocil. Et sur quoi se portent vos recherches actuelles? Alors, j'ai suivi le parcours assez classique des chercheurs dans le domaine, en partant des ballons de football, les carbone 60, puis les tubes, et maintenant les formes plates. Si on prend un nanotube et qu'on le déplie, on obtient un matériau d'une dimension atomique d'épaisseur. On ne peut pas faire plus plat. Et ces matériaux sont dits de 2 dimensions. Ils sont transparents et flexibles parce qu'ils sont très plats, très peu épais. Et les chimistes, les physiciens des matériaux voient assez rapidement comment ils vont modifier leurs propriétés à volonté en changeant un peu leur composition. Ils les dopent ou en les empilant de manière très précise pour faire des hétérostructures. Et en fait, grâce à toutes ces... On est happé par le récit, en fait. Oui, voilà. Et en fait, toutes ces promesses ont fait en sorte que l'Union européenne investisse 1 milliard d'euros sur les 10 dernières années sur ce type de matériaux. Ça s'appelle le flagship graphene, et un projet auquel nous avons eu l'occasion de participer avec d'autres chercheurs de l'UNAMUR. Voilà une histoire idéale, en tout cas une histoire très très belle. Et ce qui est de commun avec l'ensemble des chercheurs aussi, c'est cette liberté de chercher, justement. C'est essentiel pour vous tous d'ailleurs. C'est essentiel. D'ailleurs, Novoselov et Game, qui ont reçu le prix Nobel pour la découverte du graphène, le disent eux-mêmes. Ils ont découvert le carbone 60, les graphènes et les matériaux associés dans ce qu'ils appellent une expérience du vendredi après-midi. Enfin, c'est sans doute un vendredi après-midi un peu long. Mais ce qu'ils voulaient dire, c'est que pendant à ce moment-là, ils ont oublié, ils ont fait fi, ils ont mis de côté tout ce qu'ils avaient promis de faire dans leur recherche, dans leur projet. Et donc, ils ont repris cette liberté de chercher. Elle est donc essentielle pour vous? Elle est essentielle, d'autant plus, enfin, c'est le slogan du FNRS, on le sait tous ici. Elle est essentielle, et pour moi, la liberté de chercher, c'est la recherche, et la recherche, c'est la liberté de chercher. Évidemment, les chercheurs ne peuvent pas faire fi des défis de la société. La réduction de la consommation d'énergie, la réduction drastique des émissions de CO2. Et les chercheurs sur les matériaux sont bien placés pour apporter des solutions innovantes. Mais ces solutions innovantes ne viendront qu'avec cette liberté de chercher. Et sans doute, pour obtenir cette liberté de chercher, ou pour la renforcer, sans doute faut-il donner la possibilité aux chercheurs d'avoir des perspectives à long terme, donc de stabiliser leur carrière, et aussi de diminuer les démarches administratives un peu longues pour obtenir des financements pour la recherche, pour permettre aux chercheurs de faire ce qu'ils font de mieux, chercher et innover. Cette soirée, c'est aussi l'occasion justement de partager ce genre de message. Merci beaucoup, professeur Henrard, d'avoir partagé un peu de vos expériences. On peut applaudir le professeur Nicolas Henrard. Restez avec nous. Alors, tout au long de ce parcours de chercheurs, eh bien, les équipes bénéficient d'un accompagnement, les chercheurs d'un accompagnement même spécialisé, que ce soit lié aux sources de financement, au réseau, au suivi administratif. Eh bien, il y a une équipe qui se charge de ce suivi, et c'est Christine Culot, la directrice de l'ADRE, qui nous en parle. L'ADRE, Administration de la recherche, aide les chercheurs au fil de l'eau et de façon personnalisée. Recherche de sources de financement potentielles, mise en relation avec des partenaires, académiques ou non, aide au montage du projet. Une fois le financement octroyé, ce que nous espérons, nous suivons le projet. Suivi administratif, mais suivi financier et scientifique également, afin de détecter au plus tôt les résultats valorisables pour qu'ils puissent être protégés, par exemple par des brevets, afin d'en garantir une exploitation optimale et sécurisée lors d'un transfert en entreprise ou de la création d'une spin-off. À côté de ce support quotidien, l'ADRE investit également dans l'expertise de nos chercheurs en organisant ou participant à des événements. En bref, l'ADRE est au service des chercheurs pour les accompagner au mieux dans le développement de leurs projets de recherche, qu'ils soient appliqués ou fondamentaux. Voilà, l'ADRE. Le message est clair. Accueillons une jeune femme à présent, Géraldine Frère, qui est assistante doctorante au département Histoire de l'art et archéologie, Antiquité méditerranéenne. Est-ce que Géraldine Frère est présente?
Venez, ne soyez pas timide. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Vous allez nous présenter votre projet doctoral lancé il y a 4 ans et je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides. Effectivement. Prenez une vitre romaine, observez-la et elle vous racontera son histoire. Tel est l'objectif du projet doctoral que j'ai entrepris donc en 2019, effectivement, de sable à fenêtre, production et économie du verre à vitre en Gaule septentrionale entre le 1er et le 5e siècle. Donc c'est une recherche que je mène au sein de l'Institut PASS et du pôle de recherche à Kentum, donc du département d'histoire, de l'art et archéologie. Mais racontez-nous, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet qui est intrigant? Eh bien, depuis près d'une centaine d'années, eh bien justement, la littérature scientifique soutient toujours les mêmes théories concernant l'économie et la production du verre à vitre. Celui-ci aurait été produit en fait en coulant du verre en fusion sur une plaque, par exemple en terre cuite, saupoudré de sable et puis étiré à l'aide de pinces. Et en raison d'un coût élevé, soi-disant, de cette production, eh bien, le verre à vitre aurait été un produit de luxe destiné à de riches propriétaires. Bien que ces recherches, évidemment, soient fondamentales et constituent une base solide, eh bien, nous avons noté qu'il y a un manque d'une compréhension plus globale d'un point de vue technique, économique et socio-culturel. Comment est-ce que vous avez procédé concrètement? Bien oui, voilà, justement, ma recherche doctorale a pour objectif de réévaluer cette technique, cette production, et de la replacer, la recontextualiser dans un cadre géographique précis, à savoir la Gaule septentrionale, qui comprend donc le sud des Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France, et ce, entre le 1er et le 5e siècle de notre ère. In fine, l'objectif est de vraiment replacer cette économie et cette production dans un cadre beaucoup plus large. Vous avez dû développer une méthodologie, en fait. Oui, la méthodologie que j'ai développée donc, est pluridisciplinaire et le point de départ est le matériel archéologique qui est vraiment essentiel dans notre discipline. Et outre des analyses archéométriques, le projet d'archéologie expérimentale Specularia, qui s'est tenu cet été, a permis d'avoir une meilleure compréhension des gestes et du savoir-faire justement des verriers de l'époque, et laisse apercevoir finalement, je dirais, une production quasi-industrielle et qui remet en question les théories existantes. Mais donc ça n'a pas été réalisé en laboratoire, tout ça? Non, évidemment que non, c'est malheureusement un petit peu trop petit. Et c'est grâce à la collaboration de Malines, l'archéoparc de Rochefort, que ce projet a pu avoir lieu. Et nous avons donc construit 2 fours de verrier en mai sur leur terrain. Et en juillet, nous avons produit près de 87 vitres. Et petite info primeur, en moyenne, il fallait 45 secondes, à raison de 2 verriers qui travaillent de concert, pour obtenir une vitre aux dimensions désirées, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui laisse un petit peu, qui pose question sur justement cette approche matériaux de prestige pour des riches propriétaires. Et outre l'aspect purement scientifique, justement, ce projet a touché la sensibilité du public, qui a vraiment été attiré par ces gestes et cette approche expérimentale, vraiment mettant en avant l'importance de l'archéologie pour comprendre notre passé. Et donc ça a une importance aussi pour l'enseignement, du coup? Effectivement, dans notre département, l'enseignement mis en place a pour objectif d'approcher l'objet sous l'aspect matière, technique et forme. Et donc Specularia faisait sens et a été présenté aux étudiants, notamment dans le cours dédié au verre que je donne chaque année. Outre cela, eh bien justement, ça a un impact davantage large au niveau de la société parce que ça pose question au niveau de l'écologie et de l'industrie notamment. Eh bien, tout cela est passionnant. Je pense qu'on peut applaudir et remercier Géraldine. C'est très très beau.
Et vous avez d'ailleurs bénéficié de pas mal de soutien et de crowdfunding. Hein, et oui. Bravo pour tout ça en tout cas. Effectivement. Merci beaucoup. Le projet a été financé par le crowdfunding, comme vous venez de le souligner, et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé. Voilà qui est dit, Géraldine. Merci. Et on va changer de registre ce soir encore, puisque la recherche est vaste. Je vous propose de découvrir à présent le projet de Dmytro Strilets. Lui, il est docteur en chimie. My research project, Targeted Dynamic Antimicrobials, or TADAM, it's an interdisciplinary project which involves material science, organic chemistry, and microbiology. The impact of this project is twofold. First, and the main, we are working on solving the global issue, the growing antimicrobial resistance of the pathogen. And the second, we are trying to develop the completely new approach for the antimicrobial treatment by the combination of dynamic polymers with the selective proteins nanobodies. This project is unique and innovative and moves forward to the solving the global issue such as resistance of pathogens against the antibiotics. And also the presence of this project at the university is crucial because it provides an environment for the collaborations and innovations across the disciplines. C'était Dmytro Strilets, docteur en chimie. Et si nous accueillons notre invité suivant, Karine, il s'agit du professeur Jonathan Doufis, qui est docteur en sciences pharmaceutiques et biomédicales. Bonjour. Et vous avez notamment, bonsoir. Et vous avez notamment décroché un prix international pour vos recherches sur la thrombose. Bienvenue à vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Namur, et l'UNamur plus particulièrement, pour votre carrière académique ? Premièrement, je suis un pur produit namurois. Alors, j'ai pas joué à l'Union Namur. mais en revanche, j'ai étudié au Collège Notre-Dame de la Paix à Herpan. En parallèle aussi, c'est vrai qu'après, j'ai continué aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix. J'ai eu la chance, finalement, de pouvoir faire le bachelier en sciences pharmaceutiques ici. Maintenant, on développe aussi le master. Et je pense que c'est une chance, c'est vraiment une opportunité pour nos étudiants, même si moi, j'ai fortement apprécié le fait de pouvoir continuer à l'UC Louvain. Hein. Et ne fâchons personne. Je ne fâcherai personne, voilà. Donc, voilà, l'UC Louvain. Non, mais c'est vrai, j'étais très bien à l'UC Louvain. Mais je suis quand même revenu à Namur après. Je suis revenu à Namur, pourquoi ? Tout simplement parce que dans le domaine dans lequel j'avais envie d'étudier, l'expertise était ici à Namur. Et donc je suis revenu à Namur non seulement pour l'expertise qui était, mais aussi pour développer ma propre expertise et apporter ma pierre à l'édifice. Et comment peux-tu développer cette expertise et faire un retour à la société Alors voilà, c'est un peu le but, je pense aussi, de la recherche, c'est finalement de connaître son environnement. Donc on peut faire de la recherche pour faire de la recherche, mais je pense que notre vision, nous en tout cas en faculté de médecine, de faire de la recherche, c'est de prendre des problèmes sociétaux en soins de santé, de prendre également des problèmes que les industries pharmaceutiques rencontrent et d'essayer de les aider, parce que je pense qu'il doit y avoir une interconnexion finalement entre le tissu industriel, le tissu académique, mais également le tissu hospitalier. Et donc c'est vraiment là où il doit y avoir cette synergie qui doit apparaître. Alors c'est vrai que c'est une façon de le rendre, l'autre façon c'est à travers l'enseignement. Et donc là je pense qu'on a une mission importante à créer. Et concrètement, comment est-ce que vous aidez ces industries et plus largement le secteur des soins de santé ? Alors les industries, finalement, on les aide, et la première chose que je vois finalement, c'est de les aider à travers l'enseignement. L'enseignement, pourquoi ? Parce qu'on se plaint de plus en plus au sein de nos industries de ne pas avoir des gens qui ont les compétences nécessaires. On voit qu'on fait venir des compétences de l'étranger, et donc c'est vraiment important lorsque l'on met sur pied finalement un programme, soit un programme en bachelier ou en master, un programme de spécialisation, c'est de se questionner sur de quoi a besoin l'industrie, de quoi a besoin aussi les institutions hospitalières, et de proposer un programme d'enseignement en conséquence, de telle façon à pouvoir garder la compétitivité de nos industries, mais également l'excellence dans nos soins de santé. Et penses-tu que l'université remplisse ce rôle actuellement ?
Alors, je pense que tout le monde œuvre à essayer d'y répondre correctement. Très clairement, il y a beaucoup de bonnes initiatives qui vont dans ce sens. Si je pense les méthodes de financement que l'on a au jour d'aujourd'hui avec les Win2Wall, les Win4Doc, les Win4Spin-off et autres qui forcent finalement ces synergies et ces interactions entre le milieu académique et industriel, c'est bien, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire notamment en faisant de la co-construction. Quand je parle de co-construction, ce n'est pas simplement de la co-construction de projets de recherche, mais c'est vraiment créer des endroits, créer des parcs technologiques sur lesquels tous ces acteurs seront concentrés, que ce soit des institutions hospitalières, que ce soit finalement un centre de recherche universitaire et les industries. Si vous rassemblez tous ces acteurs en un seul et même endroit, vous allez générer de l'excellence et vous allez améliorer la compétitivité de nos entreprises et également du coup l'excellence aussi en recherche. Message extrêmement important. D'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes politiques dans la salle. N'hésitez pas à transmettre à la région, notamment, je vois Françoise Berthiaud, ministre en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'était un message que vous faisiez passer. Hein. Oui, on peut applaudir. Il y a un beau parc Iris à faire fleurir. Hein. Ah ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, professeur. Au revoir. Voilà, et je vous propose de prendre un petit peu de hauteur à présent et un petit arrêt, pourquoi pas dans l'espace, avec le chargé de cours Jérôme Daquin. Je suis chargé de cours dans le département des mathématiques au sein de l'Institut Naxis de notre belle université. Mes travaux de recherche visent à assurer une pérennité de l'environnement spatial, où le nombre de débris spatiaux et de satellites n'ont cessé de croître ces dernières années. La face visible de l'iceberg comporte déjà, aujourd'hui, plus de 40 000 objets. Pour ce faire, j'articule des concepts, des méthodes, des techniques, des algorithmes, issus à la fois de la théorie des systèmes dynamiques et complexes, pour designer des solutions orbitales pérennes sur le long terme. Concrètement, et pour illustrer, soit je cherche à éviter la collision entre deux satellites, ou alors je cherche à comprendre la nature des trajectoires engendrées par les courants chaotiques gravitationnels. C'est une thématique moderne, avec des enjeux sociétaux importants, des perspectives d'emploi alléchantes pour nos étudiants. C'est aussi une thématique qui résonne pleinement avec l'Université de Namur, avec son héritage historique et colossal dans le domaine de la mécanique céleste. En témoigne aussi notre adhésion à l'Alliance européenne Universée. Voilà, Jérôme Daquin. Et on va changer de registre, on va accueillir une nouvelle personnalité inspirante, croyez-moi. On va accueillir tout de suite Lynn Fischer, qui est psychologue spécialisée dans le domaine de l'éducation, chercheuse en éducation, chargée de cours en formation initiale des enseignants. Lynn Fischer. Ça va, Lynn ? Ça va bien. Alors, dites-nous tout. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Donc moi, j'arrive de la faculté des sciences de l'éducation et de la formation. Et donc, dans cette faculté, on traite vraiment tous les défis éducatifs et depuis déjà plus de 30 ans en tant que département éducation et technologie et maintenant plus que jamais en tant que nouvelle faculté. Donc, qu'il s'agisse des questions des inégalités qui sont provoquées par nos systèmes scolaires ou encore de la question de la formation des individus tout au long de leur vie, mais aussi du rôle heureux ou malheureux que jouera l'école face à la puissance des intelligences artificielles. Voilà toute une série de questions que l'on traite dans notre faculté. Une question fondamentale, évidemment. Concrètement, qu'est-ce que la recherche en éducation ? Alors, je vous propose d'adopter la posture du chercheur qui mène ces recherches donc en éducation. Donc, ce chercheur, il est forcément au carrefour de toute une série de disciplines, qu'il s'agisse de la psychologie de l'éducation, de la sociologie de l'éducation, de la philosophie de l'éducation et aussi de toutes les didactiques, puisqu'en fait, toutes ces disciplines, elles sont incluses vraiment dans les sciences de l'éducation. Et donc, ce chercheur en éducation, il est forcément un pied dans une discipline, l'autre dans l'autre, pour pouvoir appréhender vraiment avec complexité toutes les facettes des situations éducatives que nous traitons. Alors, concrètement, si vous vous demandez sur quoi on porte notre intérêt vraiment dans cette faculté, on investit par exemple ce qu'est le processus d'apprentissage, qu'est-ce qui facilite, qu'est-ce qui freine cet apprentissage. On sait par exemple aujourd'hui que les émotions que vit un apprenant et la manière dont il arrive ou pas à les gérer quand il apprend sont un facteur vraiment important à considérer dans l'apprentissage. Donc ça, c'est par exemple un objet, mais on se préoccupe aussi de la question des dispositifs pédagogiques, donc qui sont vraiment en quelque sorte les procédés qui nous permettent de faire apprendre quelque chose à quelqu'un.
une des questions qu'on se pose, qui est un thème évidemment d'actualité, c'est par exemple quels seraient les dispositifs pédagogiques les plus probants en termes d'éducation au développement durable pour provoquer vraiment un impact au niveau comportemental sur les publics cibles. Et quelle est la particularité de l'UNAMUR dans les recherches des sciences de l'éducation? Alors, je pense qu'une de nos particularités vraiment en sciences de l'éducation ici à Namur, c'est cette proximité vraiment avec les acteurs de terrain, puisque la majorité de nos recherches sont des recherches actions, donc en partenariat avec vraiment des enseignants, des formateurs, des ASBL qui travaillent dans les écoles. Et donc, c'est vrai que cette proximité, elle nous permet, alors nous dans notre posture de chercheurs et les acteurs de terrain dans leur propre posture, mais de développer des thématiques de recherche vraiment utiles, on l'espère, au niveau social et sociétal. Alors, je pense aussi que les recherches qu'on mène ici, elles nous permettent une proximité dans l'accompagnement pédagogique de nos enseignants et de nos étudiants, puisque cet accompagnement provoque toute une série de questions qu'on peut réinvestir dans la recherche. Et donc, il y a vraiment un vase communicant entre ces deux aspects. Et concrètement, à quoi ça aboutit tout ça? Alors, on rêverait bien sûr d'inventer un vaccin pédagogique qui transmettrait le plaisir d'apprendre, mais nos recherches scientifiques mènent davantage évidemment à offrir des clés de compréhension avec finesse des défis, des situations éducatives. Et donc, ces résultats, ils doivent forcément emprunter le chemin de la vulgarisation scientifique pour qu'ils puissent toucher les acteurs éducatifs qui ont les mains dans le cambouis et qui doivent vraiment faire face à ces défis au quotidien. Et donc, nos résultats, ils se transforment en workshops, en outils pédagogiques, en MOOC, donc c'est des cours ouverts destinés à un large public. Et bien sûr, nos recherches, et ça, c'est pas original, mais elles nourrissent nos enseignements, mais elles nourrissent aussi les services que l'on peut proposer dans notre faculté, et notamment l'accompagnement des étudiants et des enseignants. Mais voilà, plus qu'un long discours, je vous propose et je vous souhaite surtout à toutes et tous d'oser venir frapper à la porte de cette nouvelle 7e faculté pour rencontrer en chair et en os un chercheur en éducation qui sera ravi de vous aider à enrichir votre manière d'apprendre si vous êtes un étudiant et votre manière de faire apprendre si vous êtes un enseignant. Voilà, l'invitation est lancée. Osez. Merci Lynn. Merci Lynn Fischer. Voilà, des outils à disposition au service de la recherche. C'est un beau partage. Et il est également question de partage de savoir, de connaissances aussi, avec le témoignage de Raphaël Hack. Lui, il est directeur adjoint de la bibliothèque universitaire Moretus-Plantin. En plus de fournir des ressources à la communauté universitaire, la bibliothèque universitaire Moretus-Plantin contrôle les encodages dans le dépôt institutionnel, PUR, qui regroupe la production scientifique de l'UNAMUR. En plus de cela, nos bibliothécaires informent les chercheurs et veillent au respect du décret Open Access. Ils participent également à la Semaine des chercheurs avec des formations sur 3 thématiques principales, que ce soit les compétences informationnelles, la gestion électronique des documents et le dépôt institutionnel. Au-delà de tout cela, nous avons ici à la bibliothèque universitaire Moretus-Plantin une réserve précieuse qui contient des documents et des manuscrits remontant jusqu'au XIIIe siècle. Et tout au long de l'année, des chercheurs d'ici ou d'ailleurs réalisent des recherches scientifiques sur nos documents. Voilà, on applaudit Raphaël Hack. Et on va passer à un autre sujet tout aussi passionnant. Il s'agit de la recherche en droit. Et pour parler de ce vaste sujet, j'appelle Florence Georges, qui est chargée de cours ici à l'UNAMUR et qui est avocate au barreau de Liège. Oui, venez nous rejoindre, Florence Georges. Bonjour Karine. Bonsoir. Bonsoir Akima. Bienvenue. Vous connaissez Merci. l'UNAMUR, évidemment. Alors, dites-nous. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, pour le grand public, en quoi consiste la recherche en droit, et plus particulièrement ici à l'UNAMUR? Bien entendu, le droit, il régit en réalité toutes les facettes de notre vie individuelle et collective. Le droit, il est partout. Et faire de la recherche en droit, c'est répondre à des questions telles que faut-il permettre l'avortement thérapeutique? À quelles conditions? Jusqu'à quel moment? Que signifie l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte migratoire? Peut-on permettre à un enfant né handicapé à la suite d'une erreur de diagnostic de réclamer en son nom l'indemnisation du préjudice qui résulte du fait d'être né handicapé? Ou encore, sous un autre registre, faut-il dépénaliser le cannabis?
Comment protéger les consommateurs face à des conditions générales abusives ou à des tentatives d'achat forcé? Comment prévenir la radicalisation religieuse par des mesures de droit administratif, comme l'interdiction de manifestations? Comment régler les questions de genre et faut-il aller jusqu'à insérer des mesures telles que le féminicide dans le code pénal? Ou encore, comment réguler l'intelligence artificielle? Est-ce que l'utilisation de logiciels tels que le ChatGPT viole les droits de la propriété intellectuelle? Et toutes ces questions, elles sont traitées au sein de notre faculté de droit par nos 2 centres de recherche. D'un côté, le CRIT, le centre de recherche Information, droit et société, qui répond à tous les défis numériques de nos sociétés modernes, et de l'autre, le centre Vulnérabilité et Société, qui appréhende la vulnérabilité sous toutes ses facettes. La minorité, la pauvreté, le handicap, la relation patient-médecin, et ce, en étroite collaboration avec les autres facultés de l'Université de Namur. Un sujet passionnant sur des questions aussi fondamentales et de société. Plus précisément, vos chercheurs, ce ne sont pas des juristes qu'on imagine travailler dans des labos, dans des bibliothèques poussiéreuses. Vous avez raison, on n'a jamais vu déambuler dans les couloirs de la faculté des chercheurs balance de la justice à la main. Le droit, comme vous le savez, c'est cet ensemble de règles qui organise tous les aspects de notre vie en société. Et ces règles, elles sont produites par les humains. C'est par l'intermédiaire et par le truchement des hommes et des femmes que les règles sont produites, mais aussi interprétées, exécutées, sanctionnées, voire même abrogées. Et plutôt que de laisser à des lobbies ou à l'intelligence artificielle le soin de produire ces règles, eh bien, nos ministres vont désigner des professeurs d'université pour proposer des réformes de grands corpus de règles, ici le Code Napoléon actuellement. Nos équipes de chercheurs vont aller décrocher des marchés publics pour leur expertise, parce qu'avec cet esprit critique qui les caractérise, en toute indépendance et en toute neutralité, ils vont proposer de transposer différentes directives, la directive lanceur d'alerte, ou d'implémenter dans notre droit des réglementations européennes, comme par exemple celle qui concerne la preuve électronique. Et ce n'est pas tout, c'est également à notre personnel académique que revient la tâche délicate, mais ô combien importante, d'aller éprouver toute une série de mesures aux normes en vigueur. Et on l'a vu ici avec les mesures Covid, puisqu'il a fallu examiner si ce Covid Safety Ticket était en parfaite conformité avec le droit au respect de la vie privée, avec la protection des données. In fine, la recherche en droit, elle contribue au bien commun à chacun et chacune d'entre nous. C'est exact. Soutenir la recherche, c'est finalement participer à façonner le paysage d'une société plus juste, plus verte, plus ouverte, plus inclusive et beaucoup plus soudée. Merci. Merci beaucoup, Florence. Je vous remercie. On peut applaudir. Et c'est déjà la dernière vidéo de la soirée. Lui, il est chercheur qualifié au FNRS. Denis Saint-Amand nous explique les nombreux avantages liés à l'étude de la littérature et des écrits sous toutes leurs formes pour justement mieux comprendre notre société. Mes recherches portent sur la littérature française contemporaine que j'étudie en croisant sociologie et poétique historique. Il s'agit d'interroger ce qu'est la littérature à une époque donnée, les valeurs, les fonctions qui lui sont associées et les espaces où elle se déploie. Au-delà des composantes et rouages de la vie littéraire, ce qui m'intéresse en particulier, ce sont les formes, les logiques, les supports qui s'écartent de la norme. C'est pour ça que je m'intéresse depuis un petit moment à une série de productions écrites, brutes, spontanées, éphémères, qui se déploient hors de l'objet livre. C'est à ces questions qu'est dévolu l'Observatoire des littératures sauvages, où on se penche collectivement sur des formes et sur des pratiques comme les graffitis, par exemple, ou les journaux bricolés par des écrivains amateurs. Étudier la littérature à l'université, ce n'est pas la célébrer, mais c'est plutôt étudier la façon dont elle fonctionne, ce qu'elle produit, la façon dont elle travaille nos imaginaires, la façon aussi dont elle peut secouer un peu nos structures. Passionnant.
Karine, on va accueillir notre dernière invitée ce soir. Hein. Il s'agit de Catherine Guirkinger. Je vais y arriver. Guirkinger. En plus, j'ai répété tout l'après-midi. Catherine, vous ne m'en voulez pas. Venez, venez. Professeur Guirkinger. Bienvenue. On a beaucoup parlé de recherche ce soir. C'est le thème central et majeur de cette cérémonie, de cette rentrée académique. Pourquoi la recherche à l'université doit-elle être soutenue? En quoi est-elle différente d'une recherche menée par des bureaux privés à l'extérieur, des think tanks ou que sais-je? D'abord parce que ce genre d'acteurs que vous citez vont être dans une logique marchande. Donc ils vont financer des recherches qui vont avoir des applications profitables, relativement rapides. Et ça limite fortement le type de recherche qui peut être financée. Dans mon centre de recherche en économie du développement, on étudie des questions comme les discriminations de genre, de caste, l'effet de la déforestation ou l'efficacité de l'aide au développement. C'est des recherches qui sont utiles, qui vont avoir des effets, qui vont permettre de mieux comprendre, donc de mieux agir, de proposer des politiques publiques mieux adaptées, mieux ciblées. Mais les applications vont prendre du temps. Elles ne vont pas se concevoir individuellement, mais avec d'autres recherches complémentaires. Et donc, en bref, pour un acteur privé, ça va être compliqué. Il n'y a pas d'application concrète, immédiate, attribuable. Et ça c'est problématique. Et il y a une autre raison qui fait que cette recherche est différente, c'est l'indépendance du chercheur. Donc dans un processus de recherche, il y a beaucoup d'aléas qui se présentent. Le projet peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. On peut partir sur une question et réaliser en cours de route qu'il y a une question à côté qui est en fait beaucoup plus pertinente. On peut aussi aboutir à des résultats qui sont très, très différents de nos attentes. Et ça, quand on a une indépendance académique, on a la liberté de prendre la bonne décision, de viser l'avancement des connaissances plutôt que plaire à un financeur qui cherche un profit. La liberté de chercher, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu beaucoup aujourd'hui. Ce soir, oui. Et en quoi cette recherche va rejaillir sur les autres missions, enseignement et service à la société? Je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, Karine. À l'université, la transmission de connaissances vraiment se nourrit de la production de connaissances. C'est via la recherche qu'on acquiert une compréhension vraiment en profondeur de nos disciplines, de leurs limites, de la frontière des connaissances, et donc ça nous permet de transmettre ça à nos étudiants. C'est vrai à tous les niveaux de l'enseignement, mais d'autant plus qu'on parle de cours de master ou de doctorat. En doctorat, on ne peut pas concevoir une formation doctorale sans pratique de la recherche dans l'équipe, puisque le doctorant, pendant les années qui passe avec nous, est chercheur. Tout à fait. Et en ce qui concerne les missions de service? Et en ce qui concerne les missions de service, souvent, quand on fait appel à nous en dehors des murs de l'université, c'est pour notre expertise de chercheur. C'est donc dans mon domaine, si on collabore avec des ONG comme Île de Paix ou SOS Fin, avec des agences de développement en Belgique, Enabel, au Royaume-Uni, DFID, avec la Banque mondiale, c'est des institutions qui se tournent vers nous parce que nos sujets de recherche sont proches de leurs intérêts de praticiens du développement. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci professeur, merci Catherine. Merci aussi Karine, vice-rectrice à la recherche. Merci à tous les orateurs et toutes ces personnalités inspirantes qui ont partagé leur passion qui est nécessaire et en même temps complexe. Mais maintenant, on approche tout doucement de la fin de cette soirée. Avant de conclure, avant de clôturer, je vous propose une seconde pause musicale avec Claire Lucie que nous allons retrouver. Claire qui va nous rejoindre sur scène et qui va nous interpréter un second morceau qui s'intitule The Good Life. Merci Clara. En effet, The Good Life, c'est un morceau qui indique que la belle vie, c'est finalement celle qu'on vit auprès de ceux qu'on aime. We were laying
innocent on a spring day morning, dream about what we want to live. We were holding on tight to our body life and all the thing that set us free. We were laying innocent on a spring day morning, dream about what we want to live. We were young and fed right, yeah, wasted-eyed, whatever the omens might be. And life is passing by, and time begins to flee, and I lived a good life, just as long as you're with me. We were walking innocent on a spring day morning, building what we planned to live. Yeah, time passed by in a blink of an eye. We've become a family. We were walking innocent on a spring day morning, building what we planned to live. Working out together, carrying each other. There was so much left to see. And life is passing by, and time begins to flee, and I lived a good life, just as long as you're with me. We are dreaming innocent on a spring day morning about the beauties we have seen. We rode, but we're fine. The sun still shines. We know what good life means. We are dreaming innocent on a spring day morning about the beauties we have seen. We're old, but we're fine. The sun still shines. We know what good life means. And life is passing by, and time begins to flee, and I lived a good life, just as long as you're with me, as you're with me, as you're with me, as you're with me, as you're with me. Dreaming innocent on a spring day morning, 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 dreaming innocent on a spring day morning. We know what good life means. The Good Life, c'était Claire Lucie. Merci Claire, c'est magnifique. Et bonne chance dans vos carrières respectives. Merci, merci beaucoup. On peut encore applaudir Claire Lucie.
Ce fut une belle soirée, je le disais, passionnante. On a découvert des travaux exceptionnels réalisés par chacun et chacune d'entre vous, ces personnalités qu'on a pu voir. Celle qu'on va écouter ce soir, elle est aussi chercheuse, mais elle est surtout la rectrice de l'Université de Namur. J'appelle Annick Castio à venir rejoindre sur scène. À vous le mot de la fin. Merci beaucoup. Je suis ce qui vous sépare du drink. Donc je vous demande encore 15 minutes d'attention, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, très chers collègues, très chères étudiantes, très chers étudiants. Merci de nous avoir rejoints nombreux pour cette cérémonie, la dernière des rentrées académiques des universités, qui sont toujours l'opportunité de faire passer un certain nombre de messages. Cette année, nous avons souhaité mettre la recherche à l'honneur. Pour ce faire, nous voulions donner la parole aux acteurs de la recherche de l'UNAMUR et vous venez d'entendre toute une série de témoignages qui, je l'espère, vous auront fait appréhender l'envers du décor. Trop souvent, en effet, je me rends compte à quel point la recherche universitaire est méconnue par les acteurs qui ne sont pas du sérail. Les décideurs publics, les journalistes, les entrepreneurs, les citoyens, voire même les étudiants. La recherche est l'alpha et l'oméga de l'université. C'est elle qui initie toute démarche universitaire et c'est vers elle que nous retournons pour faire le bilan de chaque projet. Être chercheur, être chercheuse, c'est bien plus qu'une profession. C'est une vocation, c'est même une façon d'être. Parfois au grand agacement de ceux qui nous côtoient, car il s'agit toujours de cultiver l'art de douter, d'analyser, de critiquer, à grand renfort de données ou de références bibliographiques. Et c'est aussi pour cela qu'il est si difficile pour un chercheur qui ne peut concrétiser une ambition académique de faire son deuil de cette voie unique de cultiver son identité et ses qualités de chercheur. Les universités belges, comme une grande partie des universités européennes, partagent un héritage, celui du modèle universitaire humboldtien, né à Berlin en 1810 lors des grandes réformes prussiennes. 3 dimensions de ce modèle, au moins, me semblent subsister dans toutes nos universités. Et ce sont, je pense, des facteurs d'excellence. Le lien indéfectible entre enseignement et recherche. Les enseignants sont tous des chercheurs qui puisent dans leurs recherches les sources toujours renouvelées de leurs enseignements, qui utilisent la pédagogie par la recherche pour initier les étudiants à la méthodologie scientifique et à l'esprit critique et pour stimuler chez eux la culture du doute rationnel. J'y reviendrai. La vision unitaire de la science, au-delà de tout clivage ou hiérarchie disciplinaire, qui repose sur la présence au sein de l'institution universitaire des grands piliers disciplinaires, sciences humaines et sociales, sciences exactes et de la nature, sciences médicales et de la santé, afin de rendre possibles les interactions entre disciplines. Les 10 universités belges peuvent mettre en évidence la présence de ces 3 piliers en leur sein. Et troisièmement, la liberté académique, qui implique une indépendance de gestion, afin de pouvoir explorer, au-delà des agendas politiques ou économiques, tout à fait respectables par ailleurs, les questions de recherche créative, inédites, long terme, n'ayant pas démontré leur utilité immédiate. Cet héritage, je le disais, pose les fondements de l'excellence de nos universités que je caractériserai par 4 dimensions. La créativité à l'œuvre dans les recherches, une créativité nourrie à la fois d'une démarche de curiosité systématique et par une attention à l'inattendu, aux résultats du hasard. De nombreuses découvertes scientifiques, comme celle de la pénicilline ou de la pierre de Rosette, furent le fruit de hasard. Encore faut-il que ce hasard rencontre l'intelligence d'une personne qui en comprenne l'importance. Deuxième élément, la pratique du doute rationnel, qui amène le chercheur à adopter une distance critique indispensable avant de tirer quelque conclusion que ce soit, à éviter de se laisser entraîner par ses intuitions, par ses souhaits, et à lutter constamment contre tout dogmatisme, le doute étant par ailleurs également source de créativité. Troisième élément, une dynamique collective, ancrée dans une interaction constante et internationale avec ses pairs, qui interroge sans complaisance les résultats de la recherche. Une dynamique d'ouverture, y compris, et de plus en plus, vous l'aurez entendu dans les exemples, aux autres disciplines, alors que la complexité des problèmes posés ne cesse de croître.
Pensons en particulier au défi de la durabilité, qu'aucune université seule, qu'aucune discipline seule ne peut espérer relever. Et enfin, l'intégrité scientifique, dont dépend la confiance de la société et des citoyens en la recherche scientifique. Une intégrité qui demande la bonne conduite des démarches scientifiques, dont la pratique du doute rationnel et l'interaction avec les pairs, et qui doit se conjuguer au respect des règles déontologiques et à une réflexion éthique quant au sens et aux responsabilités des chercheurs. Ces piliers de l'institution universitaire sont en danger. Plusieurs dérives se sont accentuées ces dernières années et il me semble important de vous en faire part. Tout d'abord, la hiérarchisation des disciplines. Cette tendance a commencé récemment dans l'histoire des universités. Elle remonte aux années 60 avec l'arrivée du modèle néolibéral des universités. C'est dans les pays anglo-saxons que le questionnement quant à l'utilité des institutions universitaires commence. Dans ces pays, les universités sont devenues en grande partie privées. Elles sont interpellées sur leur adéquation aux besoins des étudiants et de la société, alors qu'elles exigent des tarifs à l'entrée que peu peuvent se permettre. Cette interpellation va se propager au monde entier, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais elle va aussi s'accompagner d'un classement progressif des disciplines universitaires entre celles qui peuvent être utiles aussi rapidement que possible au progrès économique, les sciences de l'ingénieur par exemple, et celles dont certains ne perçoivent pas vraiment l'utilité, comme la philosophie ou l'histoire de l'art. Cette vision perdure et impacte les modes de financement de la recherche. Je pense au faible soutien aux sciences humaines et sociales dans les politiques de recherche. La technologie est encore vue par beaucoup de décideurs comme capable de résoudre tous nos problèmes, sans s'encombrer de réflexions éthiques, juridiques, politiques ou sociales, par exemple. C'est ainsi que le FNRS a dû prendre en charge le programme WellChange, dédié aux questions de transition abordées du point de vue des sciences humaines et sociales, car de telles recherches ne trouvaient pas leur place dans les programmes d'innovation soutenus par la région wallonne. À l'Université de Namur, les règles de financement des instituts de recherche que nous soutenons modestement sur fonds propres sont les mêmes, quelles que soient les disciplines concernées. Cette valorisation de toutes les disciplines est un combat que les universités doivent mener ensemble. Deuxième dérive, la hiérarchisation des disciplines est encore accentuée ces 2 dernières années par cette deuxième dérive liée à la quantification de la performance des personnes et des institutions. Les indicateurs quantitatifs comme les H-index ou autres ont un impact délétère sur les carrières des personnes, la quantité se substituant à la qualité. Ils peuvent engendrer des dérives qui entament l'intégrité scientifique. Les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont ainsi décidé de signer une charte de la European University Association, soutenue par la Commission européenne, qui concerne justement l'évaluation des chercheurs et qui se distancie des indicateurs purement quantitatifs. Les rankings aussi interviennent dans cette quantification, valorisant une production scientifique dont les normes sont exclusivement quantitatives et dictées par des éditeurs commerciaux. Dans ce contexte, les sciences humaines et sociales pèsent bien peu. Une université comme la nôtre, dont 4 facultés sur 7 appartiennent à ce secteur et qui ne possède ni faculté d'ingénieur ni hôpital universitaire, peut être fière d'arriver au niveau qu'elle a conquis dans ces rankings où elle s'est finalement résolue à entrer. Mais nous ne céderons pas aux sirènes de la progression si celles-ci doivent nous amener à dévaluer l'importance de telles disciplines moins impactantes dans les rankings au profit d'autres plus favorables. Troisième dérive, une valorisation utilitariste et court-termiste de la recherche. La recherche est valorisée de multiples manières par les chercheuses et chercheurs. Par les publications, tout d'abord, bien sûr, mais aussi par la vulgarisation, par la médiation, par les croisements de plus en plus nombreux avec l'art, par la recherche-action, etc. Il ne s'agit donc pas seulement de valorisation économique. Réduire l'utilité de la recherche à son éventuel impact économique à court terme, amène par ailleurs à la multiplication de procédures de reporting et de contrôle, à la demande croissante de justification des projets financés sur base de délivrables dont il faudrait être capable d'anticiper la teneur et l'ampleur, à une bureaucratisation accrue qui entame le temps consacré à la recherche elle-même, la faculté d'être ouvert à l'inattendu, souvent source de découvertes d'autant plus intéressantes qu'elles n'ont pas été prévisibles et anticipées. Une bureaucratisation aussi qui a également un impact sur la nature même du métier de chercheur et la motivation de ceux qui en ont fait leur raison d'être. Et quatrième dérive,
la dernière que j'évoquerai ce soir, la relativisation du savoir et la crise des institutions. Des citoyens de plus en plus nombreux ne font plus confiance aux institutions, y compris aux universités et aux scientifiques. Autant certains ont découvert et apprécié le rôle des scientifiques lors de la crise sanitaire, autant d'autres se sont élevés contre ce qu'ils ont perçu comme une prise de pouvoir d'une caste dominante souhaitant les priver de leur liberté. Les universités font face, comme toutes les institutions, à cette crise de confiance qui menace nos démocraties. Cette crise qui exige de notre part une attention sans complaisance. Nous devons travailler à reconstruire la confiance en investissant dans l'éducation scientifique dès l'enseignement obligatoire, en prenant le temps d'expliquer nos démarches, en participant activement au dialogue public, en particulier face aux grands enjeux de société. À tout ceci s'ajoute un contexte de définancement clairement expliqué dans le mémorandum que les rectrices et recteurs ont rédigé ensemble en prévision des élections. Face à ces dérives qui font peser une menace sur la recherche universitaire, la meilleure façon d'agir est de joindre nos forces pour consolider nos moyens, pour dégager du temps de recherche, pour porter la voix des universités, pour mettre en évidence les vertus du modèle des universités européennes. C'est ce que toutes les universités belges ont décidé de faire en rejoignant les alliances européennes, et c'est un cas unique en Europe. Pour l'UNAMUR, c'est l'Alliance Universée que nous avons rejointe en novembre dernier, une alliance dédiée à la thématique du spatial, où nous amenons des compétences diverses et reconnues dans ce domaine, mais aussi une approche critique que l'UNAMUR a toujours développée dans le domaine de l'innovation technologique. Cette participation à Universée, nous la voyons avec ouverture vis-à-vis des autres institutions de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont, elles aussi, évidemment, des compétences reconnues dans le domaine du spatial. Cet esprit d'ouverture préside aussi, je le crois, à l'alliance que l'UMONS et l'ULB ont affirmée lors de leur rentrée académique, ensemble, à Charleroi, joignant leurs forces pour développer l'enseignement et la recherche universitaire, en particulier dans l'ENO. Et c'est avec ce même esprit d'ouverture que j'annonce officiellement que Vincent Blondel et moi-même avons signé ce matin un protocole d'accord pour créer une alliance stratégique que nous avons baptisée ALL pour Alliance universitaire Louvain-Namur ensemble. Les modalités de cette alliance ont été validées par le conseil d'administration et discutées en assemblée générale de l'UNAMUR. Elles seront communiquées à nos deux communautés dans quelques instants, avant de faire l'objet d'un communiqué de presse demain matin. Ce que cette alliance est, une opportunité de nous renforcer mutuellement dans le contexte que j'ai évoqué plus haut, d'intensifier et de développer nos collaborations en enseignement et en recherche. Celles-ci sont déjà nombreuses, codiplomations dans de multiples domaines, dont l'économie, la biologie, la pharmacie, la médecine générale, pour n'en citer que quelques-unes. Des consortia de recherche aussi en archéologie, dans le domaine de l'eau, du vieillissement, à nouveau à titre d'exemple. Ce que cette alliance n'est pas, elle ne constitue pas un repli sur nous-mêmes qui exclurait des collaborations avec d'autres universités. Ce serait contraire à l'esprit universitaire lui-même. Et elle n'est pas une fusion, ni une démarche de préfusion. Les deux universités souhaitent conserver leur indépendance, leur autonomie. Elles ont chacune leur raison d'être. Cette alliance fera l'objet d'une évaluation dans 2 ans, tant au niveau des résultats engrangés que des problèmes rencontrés. Et il sera alors temps de décider d'adapter les modalités de l'alliance, de la renforcer ou d'en diminuer le périmètre, ce que je ne souhaite évidemment pas. Nous avons signé pour le long terme. En conclusion, les alliances universitaires sont devenues indispensables. Le président du conseil d'administration de l'UNAMUR l'avait déjà évoqué dans son discours au début de la cérémonie. Qu'elles soient locales ou internationales, elles permettent de soutenir notre modèle universitaire. Ce modèle, qui a plus de 2 siècles, reste un pilier de nos démocraties européennes. Il offre aux étudiants la garantie de formation accessible et de pointe, et il permet le développement de recherches qui posent les fondements d'un avenir soutenable. C'est dans cet esprit de collaboration et d'ouverture, avec l'enthousiasme qui accompagne le lancement de tout projet auquel on croit, que je déclare ouverte l'année académique 2023-2024. Merci. Merci, Madame la rectrice. Merci, Annick Castio.
La soirée s'achève, vous allez enfin pouvoir trinquer tous ensemble. Quelques petits remerciements à toutes les équipes de l'UNAMUR qui ont préparé cette soirée. Merci à Jacques Neves et ses équipes. Merci à la régie, Mathieu, Sébastien. Merci à Karine Mikils qui a présenté cette soirée. Merci aux chercheurs qui se sont prêtés au jeu de l'exercice. C'est pas facile de s'exprimer en public, l'exercice vidéo, donc je voulais aussi les saluer et les remercier. Je voulais vous remercier, vous, pour votre écoute active, et puis un merci tout particulier à la recherche. Bonne soirée.